Christian, reprenez-moi si je m'égare, mais il me semble bien que l'intitulé de notre rendez-vous ce soir est consacré aux légendes du grand écran, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas ignorer que cela englobe tout le spectre du mythe. Il y a l'éclat des projecteurs qui aveuglent certes, mais il y a aussi ces silences assourdissants que l'on traîne comme des boulets. Il arrive souvent dans ce milieu impitoyable qu'un seul de ces silences pèse bien plus lourd sur la conscience qu'une existence entière passée sous les bravos et les lauriers. Ce soir, nous n'allons pas simplement évoquer un acteur, mais disséquer l'âme d'un homme qui a été la définition même de la lumière incandescente, le grand Alain Delon. Rien que l'évocation de son patronyme suffit à ressusciter une ère révolue, cet âge d'or flamboyant du cinéma français, où sa beauté insolente et son regard bleu acier ont forgé à jamais la légende du samouraï. Il incarnait l'absolue l'icône suprême de cette France des 30 glorieuses, prêtant son visage d'ange déchu à une nation en pleine métamorphose avide de modernité. De la tension solaire de plein soleil à la mélancolie aristocratique du guépard, il a transcendé le statut d'acteur pour devenir un idéal inaccessible. Il représentait cette perfection glaciale presque divine que la planète entière nous jalousait, un mythe qu'il a sculpté lui-même avec une rigueur militaire et une discipline de fer. Mais posez-vous la question, qu'advient-il de l'idole lorsque le temps fait son œuvre et que l'idéal commence à se flétrir? Que reste-t-il au fond de l'âme, quand le vernis impeccable de la perfection se craquelle inexorablement sous le fardeau des tragédies accumulées au fil des décennies? L'image qu'il renvoyait était celle d'une maîtrise totale, une forteresse imprenable, érigée pour braver les ouragans, mais en coulisses, loin des caméras, les plaies béantes s'infectaient dans le silence. On parle ici des cicatrices indélébiles d'une enfance en miettes, celle d'un gamin confié bien trop tôt à une famille d'accueil loin de la chaleur du foyer. On parle des blessures de l'exploitation à une époque où son visage d'ange est devenu une marchandise lucrative, avant même qu'il ne saisisse sa propre valeur sur le marché des rêves. Et bien sûr, les écorchures des scandales, ces zones d'ombre tenaces, qui ont collé à sa peau et n'ont jamais vraiment cessé d'obscurcir sa lumière éclatante. Toutes ces blessures longtemps refoulées remontent aujourd'hui à la surface en ce début d'année 2026, dans le tumulte d'une tempête médiatique dévastatrice, où Alain Delon n'est plus le prédateur. Il se retrouve désormais, bien malgré lui, le protagoniste principal d'un drame, qu'il ne dirige plus une tragédie familiale étalée sans pudeur sur la place publique. C'est une guerre fratricide d'une violence inouïe, où ses propres enfants se déchirent par avocats, interposés à coups d'accusations publiques et d'enregistrements volés. Ce n'est plus une interview qu'il a savamment orchestrée, c'est une confrontation brutale qu'il subit de plein fouet, sans pouvoir riposter comme autrefois. Et dans cet acte crépusculaire, sa voix ne s'élève pas pour demander l'absolution, mais pour frapper par le biais de la justice, désignant dans un geste irrévocable ceux qu'il considère comme des traîtres. Il a pointé du doigt les 3 visages de son tourment, sa dame de compagnie Hiromi Rolam pour abus de faiblesse et son fils aîné Anthony pour diffamation dans un climat délétère. Nous assistons à l'emballement d'une machine médiatique alimentée par son propre clan, qui expose les entrailles d'une fin de règne chaotique. Il nomme ceux à qui il ne pardonnera jamais d'avoir tenté de lui dérober la mise en scène de sa propre fin, une vulnérabilité qui résonne étrangement avec des fantômes du passé. Cela nous rappelle inévitablement l'écho sombre de 1968 et l'affaire Markovitch, un dossier sur lequel il a gardé le silence pendant des décennies entières. Comment est-il possible qu'une idole vénérée aux 4 coins du globe finisse par se retrouver dans une solitude aussi glaciale? Qui sont ceux qui lui ont volé ses derniers instants de sérénité? Ce soir, chers téléspectateurs, nous allons briser l'omerta et lever le voile sur les secrets et les silences d'Alain Delon. L'ascension fulgurante d'Alain Delon ne peut se résumer à une simple carrière. C'était une véritable déflagration, un coup d'état esthétique sur le cinéma français de l'après-guerre. Replongeons-nous en 1960, à une époque où la France pense encore ses plaies et se trouve en pleine reconstruction.
C'est une nation qui cherche fébrilement de nouvelles figures pour tourner la page des visages, capables d'incarner une modernité audacieuse et retrouvée. C'est à cet instant précis qu'il crève l'écran et explose littéralement dans le chef-d'œuvre de René Clément, Plein Soleil. Il y prête ses traits à Tom Ripley, un personnage d'une beauté angélique cachant une noirceur abyssale, et le public est instantanément hypnotisé, car ce n'est pas un acteur comme les autres. Oubliez le charisme brut et populaire d'un Jean Gabin ici, c'est autre chose. C'est une beauté féline presque vénéneuse, dangereuse et totalement irréelle. L'Hexagone venait de trouver son nouvel idéal masculin, un héros ambigu, taillé sur mesure, pour une époque qui commençait à se défaire de sa morale étriquée. Chacune de ces apparitions agissait comme un baume apaisant pour un pays qui avait désespérément besoin de croire en sa propre renaissance. Il ne se contente pas d'être une vedette de cinéma, il devient l'étendard de cette jeunesse conquérante et arrogante des Trente Glorieuses. Cette ascension est si foudroyante qu'elle traverse les frontières immédiatement. L'Italie, alors mec absolu du cinéma mondial, le réclame à corps et à cri. Luchino Visconti, ce maître à la fois aristocrate et marxiste, décèle chez le jeune Français bien plus qu'une simple plastique avantageuse. Il perçoit la tragédie qui l'habite et dès 1960 lui offre le rôle de Rocco dans Rocco et ses frères, où Delon livre une performance bouleversante. En boxeur sacrificiel, véritable ange déchu, portant toute la misère du Mezzogiorno, il acquiert instantanément une légitimité artistique incontestable aux yeux de la critique. Il cesse d'être simplement le plus bel homme du monde pour devenir un comédien de race que les réalisateurs les plus prestigieux s'arrachent. La consécration ultime survient en 1963, toujours sous la houlette de Visconti, lorsqu'il endosse le costume du prince Tancred Falconeri dans Le Guépard. Le film, immense fresque historique, est couronné par la Palme d'Or au Festival de Cannes, gravant son nom dans l'histoire. Delon virevoltant dans cette valse légendaire avec Claudia Cardinal devient l'allégorie d'une Europe en mutation entre une aristocratie agonisante et une jeunesse prête à prendre le pouvoir. Sa renommée devient planétaire en Italie, il est un dieu vivant. Au Japon, il est vénéré avec une ferveur quasi mystique, telle une idole nationale intouchable. En France, il accède à un statut supérieur, il devient tout simplement intouchable au-dessus de la mêlée. Il enchaîne alors les triomphes mariant succès commerciaux et exigences critiques, comme avec Mélodie en sous-sol, en 1963, confirmant son règne absolu. C'est un polar d'une efficacité redoutable, un véritable duel au sommet, où il ose tenir tête au patron, la légende vivante Jean Gabin, scellant ainsi l'alliance historique entre la fougue de la nouvelle vague et la noblesse de l'ancienne génération. Si le film est un triomphe absolu au box-office, c'est pourtant sa rencontre décisive avec le maître Jean-Pierre Melville qui va véritablement sculpter sa légende dans le marbre de l'éternité. En 1967, dans Le Samouraï, il ne joue pas Jeff Costello, il l'incarne. L'imperméable beige cintré, le feutre vissé sur la tête, ce silence pesant. Melville ne se contente pas de filmer un homme, il est en train de bâtir plan après plan un mythe cinématographique. Il capture ce visage comme s'il s'agissait d'un masque impassible, le symbole d'un contrôle absolu sur ses émotions. Cette esthétique glaciale devient sa signature mondiale, mais elle se transforme aussi insidieusement en prison. Le public finit par ne plus vouloir voir l'humain derrière. Ce qu'il réclame, c'est l'icône. Il devient le visage incontournable de cette modernité froide, efficace, d'une perfection presque effrayante. Il est l'enfant chéri, le prodige du cinéma français. À ses débuts, il ressentait une ivresse, une joie immense, la réalisation du rêve impossible de l'enfant de la DAS, qui avait fini par conquérir la planète entière. Mais très vite, cette joie initiale s'est teintée d'une lucidité, d'une amertume cinglante. Il comprend brutalement que ce que le monde célèbre, ce n'est qu'une image de papier glacé. Une projection qu'il devra porter à bout de bras, défendre coûte que coûte et dont il ne pourra jamais se défaire. La pression des débuts est bien là invisible pour les autres, mais étouffante pour lui.
Tandis que la France entière admirait cette icône impassible, les coulisses révélaient une réalité bien plus tourmentée, une lutte acharnée de tous les instants pour ne pas sombrer. Le masque du samouraï, si lisse et parfait à l'écran, dissimulait en vérité un homme que la gloire et les excès commençaient à dévorer de l'intérieur. Alain Delon l'a compris très tôt, avec un instinct de survie hors du commun. Son visage d'ange était son capital principal, certes, mais aussi sa cage dorée. Il a vu l'exploitation arriver de loin. Il a vu comment les producteurs le regardaient, non pas comme un artiste sensible, mais comme un produit financier d'une rentabilité exceptionnelle, à presser jusqu'à la dernière goutte. Pour échapper à leur contrôle asphyxiant pour refuser de devenir une simple marionnette du système, il a pris la décision radicale de s'exploiter lui-même. Dès l'année 1964, il fonde sa propre société de production, la célèbre Delbo Productions. C'est un acte de contrôle apparent, une reprise d'autonomie audacieuse. Mais en réalité, c'est le début d'un fardeau écrasant qu'il se met sur les épaules. Il n'est plus seulement l'acteur principal, il devient le gardien paranoïaque de son propre mythe. Chaque film se transforme en un pari financier et personnel, risqué. L'échec n'est absolument pas une option envisageable. Cette pression constante l'isole du reste du monde, le forçant à une vigilance de tous les instants, jour et nuit. Il n'a plus le droit à la moindre erreur. Cette tension électrique se répercute inévitablement sur toutes ses relations professionnelles. Sa collaboration avec Jean-Pierre Melville, bien que mythique pour l'histoire du cinéma, était en coulisses un véritable champ de bataille d'ego. Melville, le perfectionniste tyrannique, voulait façonner l'image de Delon à sa guise. Mais Delon, la star mondiale, n'acceptait plus d'être un simple pion, un bel objet que l'on filme sous le bon angle sans mot dire. Il se battait férocement pour imposer ses choix artistiques, pour préserver sa dignité d'acteur face aux réalisateurs. Chaque jour de tournage sur les plateaux du Samouraï ou du Cercle Rouge était une confrontation tendue, une lutte de pouvoir pour le contrôle qui laissait des blessures invisibles mais profondes. C'est précisément là que Delon se forge sa réputation d'acteur difficile, ombrageux, totalement imprévisible et parfois dangereux. Ce n'est pas un caprice de diva, c'est le prix fort à payer pour ne pas être dévoré tout cru par des réalisateurs qui ne voient en lui qu'un physique avantageux. Il y perd son insouciance de jeunesse, mais il y gagne une armure impénétrable. L'industrie qu'il avait pourtant porté au sommet le regardait désormais avec un mélange toxique d'admiration et de méfiance. Il n'avait plus le droit d'espérer une vie normale. L'exemple le plus flagrant et douloureux est sa rupture avec Romy Schneider en 1963. Ce ne fut pas une simple affaire privée, ce fut un drame national disséqué cruellement par la presse. Il fut dépeint comme le bourreau au cœur froid, le monstre abandonnant l'ange de l'Europe pour partir avec Nathalie Barthélemy. Cette pression médiatique était implacable, inhumaine. Il ne pouvait plus aimer ni vivre sans que le moindre de ses gestes ne devienne un spectacle public. Son image publique parfaite, glacée et intouchable contrastait violemment avec la solitude abyssale de l'homme. Il n'avait pas d'amis, pas vraiment. Il avait un clan. Une cour composée d'assistants de secrétaires de garde du corps qui le protégeaient du monde extérieur, mais l'enfermaient aussi dans une bulle hermétique. Ni l'industrie du cinéma qui profitait grassement de son succès, ni sa famille éclatée depuis sa tendre enfance ne lui offraient de véritables refuges. Il était seul au sommet de sa tour d'ivoire, et c'est dans cette solitude qu'il a commencé à attirer des ombres inquiétantes. Des figures troubles des personnages obscurs qui prospéraient toujours dans l'entourage immédiat des idoles. Des hommes qui lui offraient une loyauté brute virile, loin des faux-semblants et des hypocrisies du cinéma. Il pensait naïvement pouvoir contrôler ces ombres. Il ne voyait pas qu'elles commençaient doucement à s'infiltrer dans la lumière. L'année est 1968. Alain Delon n'est pas seulement au sommet du monde, il est le samouraï. L'icône du contrôle absolu sur sa vie et son image, une statue qu'il a méticuleusement sculptée. Mais le 1er octobre, la réalité la plus sordide, la plus crasse, fait irruption avec fracas dans le mythe. Un corps est retrouvé jeté dans une décharge sauvage à Elancourt. Il est défiguré, mais l'identification est formelle et rapide. C'est Stevan Marković, un nom inconnu du grand public, mais très familier de Delon.
Markovitch était son garde du corps, son homme à tout faire un membre clé de son clan. Immédiatement l'affaire bascule et devient l'affaire Delon. La lumière immaculée du cinéma rencontre brutalement l'obscurité totale du fait divers crapuleux. Le scandale est instantané national et absolument dévastateur pour son image. Le public qui l'adorait assiste médusé à la transformation en direct de son idole. Delon n'est plus seulement l'acteur magnifique que l'on voit au cinéma. Il est désormais l'homme convoqué qui doit se rendre à la police judiciaire. Il est interrogé pendant des heures interminables. Et tout le monde découvre avec stupeur ses liens étroits avec le milieu du banditisme. Un nom résonne comme un coup de tonnerre dans cette affaire, celui d'une figure notoire du milieu corse, François Marcantoni. Ce n'est pas un simple quidam, mais un ami intime de l'acteur qui se retrouve soudainement happé au cœur même du cyclone judiciaire. Le grand écart est vertigineux, presque insoutenable pour le public. D'un côté, on a l'aristocratie sublime du Guépard de Visconti, et de l'autre, la crasse des règlements de compte. L'icône du chic parisien fraye avec la pègre, le contraste est brutal. Le miroir est en miettes, l'idole est fissurée. Ce milieu du cinéma qu'il avait pourtant porté au nu et sacré empereur opte soudain pour un silence assourdissant. C'est le grand vide autour de lui. Pas une seule voix ne s'élève courageusement pour prendre sa défense. Le doute s'infiltre partout insidieux, comme un venin mortel. Et dans ce monde impitoyable du spectacle, le soupçon est bien pire qu'une condamnation, c'est une mort sociale lente et douloureuse. Pour un homme de la trempe d'Alain Delon, l'offense est intolérable. C'est une blessure narcissique qui touche à l'âme vécue, non comme une enquête, mais comme une trahison impardonnable de ceux qu'il côtoyait. Lui qui a toujours orchestré sa vie comme une mise en scène millimétrée, voit son existence lui glisser entre les doigts. Sa vie privée s'étale sale et déformée à la une de tous les quotidiens. L'intouchable est descendu de son piédestal pour être traité comme un vulgaire suspect. Il ressent ce froid glacial de l'abandon absolu. La presse, autrefois à ses genoux, est prête à toutes les complaisances, change de visage et se déchaîne avec une violence inouïe. On oublie l'artiste, on ne voit plus que le protagoniste d'un polar sordide. Il devient l'épicentre d'une énigme poisseuse, un meurtre sans assassin, qui restera à jamais une tâche indélébile, une affaire classée sans véritable fin. Cette épreuve de feu va marquer une rupture définitive dans son âme. Il ne cherche pas à s'adoucir ou à se réinventer. Au contraire, il se vitrifie. Il se forge une carapace, se retirant émotionnellement du monde des vivants. Son masque public se fige dans une froideur sidérale, une distance hautaine. Ce n'est plus du cinéma ni un jeu d'acteur, c'est devenu une armure vitale indispensable pour ne plus jamais être atteint par les balles. Le personnage du samouraï cesse d'être une fiction pour devenir sa seule réalité. Le silence et la méfiance deviennent sa stratégie de survie. Désormais, chaque main tendue sera suspecte, chaque sourire interrogé. On peut dire que l'affaire Markovitch a soufflé la bougie de l'innocence. Quelque chose s'est éteint à tout jamais dans ce regard bleu acier qui fascinait tant les foules. Elle a laissé une balafre invisible que même les torrents de succès et les décennies de gloire ne parviendront jamais à effacer totalement. Le temps a passé inexorablement. Avec les années, l'affaire Markovitch s'est évaporée, reléguée au rang d'anecdotes sombres en bas de page d'une carrière par ailleurs éblouissante. Alain Delon a continué de trôner au sommet du cinéma français, bâtissant méticuleusement sa propre mythologie, celle de l'homme d'honneur inflexible, celui qui ne pardonne pas et qui ne plie jamais l'échine. Il s'est transformé en vieux lion solitaire retranché derrière les hauts murs de son domaine de Douchy, dans le Loiret, veillant jalousement sur son empire. Le silence était son rempart, mais le destin a un sens de l'ironie particulièrement cruel. Ce n'est pas lui qui brisera l'omerta, cette fois-ci. Le vacarme lui sera imposé avec violence, et le coup de grâce ne viendra pas de l'extérieur, mais du cœur même de sa forteresse. Remontons le fil jusqu'en 2023. Le monstre sacré a dépassé les 80 ans. Il est diminué l'ombre de lui-même, frappé par un AVC dévastateur en 2019 qui l'a laissé affaibli.
Celui qui incarnait la maîtrise absolue, le mâle dominant par excellence, se retrouve dans une position d'extrême vulnérabilité. C'est précisément dans cette brèche que la tragédie familiale choisit de s'engouffrer pour frapper. La France entière découvre avec un mélange de stupeur et de voyeurisme qu'une guerre fratricide totale a éclaté au sein du clan Delon. Le mythe s'effondre en direct. Il ne s'agit pas d'une confession orchestrée ou d'une interview maîtrisée. Non, c'est une déflagration incontrôlée, un chaos public qu'il subit de plein fouet, sans pouvoir riposter immédiatement. Ses adversaires du jour ne sont plus des producteurs véreux ou des réalisateurs tyranniques d'un âge d'or révolu. Les ennemis sont bien plus intimes. Les noms qui portent, les coups les plus violents et ravivent, blessures les plus profondes, sont ceux de sa propre chair, de son propre sang. L'affrontement est d'une brutalité inouïe, exposée sans pudeur. Dans un premier temps, on assiste à une alliance improbable. Anthony Annouchka et Alain Fabien font front commun en juillet 2023, une trêve éphémère. Ils déposent plainte à l'unisson contre Hiromi Rolin, cette femme de l'ombre qui se présente comme sa compagne, l'accusant d'abus de faiblesse, de harcèlement et d'exploitation financière. Le public veut y croire à cette union sacrée des enfants protégeant le vieux roi. Mais ce n'était que le calme avant la tempête. En janvier 2024, le vernis craque et le clan implose définitivement. Anthony Delon, le fils aîné au caractère bien trempé, tire le premier et dépose une main courante contre sa propre sœur, Annouchka, la préférée. Il l'accuse ouvertement devant la presse d'avoir dissimulé la gravité de la détresse médicale de leur père, brisant ainsi le pacte de confiance et l'union sacrée de la fratrie. Puis c'est au tour d'Alain Fabien le Benjamin écorché de publier un enregistrement clandestin accablant. On y entend Annouchka exercer une pression psychologique insupportable sur un père affaibli et désorienté. Le samouraï, autrefois insaisissable, se retrouve piégé et mis à nu devant la terre entière par ceux-là même qui l'a engendré. L'humiliation est totale. Sa réaction lorsqu'il rompt enfin le silence n'est pas un discours de paix. C'est un rugissement de bête blessée, un cri de rage contenu un ultime sursaut d'autorité. Par la voix tranchante de son avocat, Alain Delon contre-attaque. Il annonce porter plainte contre son propre fils Anthony pour diffamation, refusant de se laisser dicter sa fin de vie. Le pardon ne fait pas partie de son vocabulaire. Dans sa procédure, il cible précisément les 3 figures de son malheur, à commencer par Hiromi Rolin, pour abus de confiance. Il vise ensuite son fils Anthony, coupable à ses yeux du crime de lèse-majesté, l'avoir trahi publiquement et avoir sali le nom des Delon. Et enfin, il pointe du doigt ce système médiatique vorace, alimenté par les indiscrétions de sa propre famille, qui a transformé son agonie en un feuilleton sordide. Le choc en France est sismique. Le pays retient son souffle oscillant entre compassion et malaise, face à la chute du dernier monstre sacré poignardé, non par l'industrie du cinéma, mais par les siens. Au-delà du fait divers, l'histoire d'Alain Delon dépasse le cas individuel pour toucher à la tragédie universelle. C'est un miroir cruel tendu à une industrie qui fabrique des mythes et des demi-dieux pour mieux broyer l'humain qui tremble derrière l'image. Son parcours est un rappel brutal de la réalité. Derrière chaque icône de papier glacé se terre une solitude effroyable. Pour survivre à un système qu'il a objectifié dès ses premiers succès, Delon n'a eu d'autre choix que d'ériger une forteresse infranchissable. On le comprend enfin, le samouraï. N'était pas un rôle de composition, c'était une cotte de maille indispensable à sa survie mentale. Mais cette armure conçue pour le protéger de la férocité du show business a fini par l'isoler hermétiquement du monde réel et de l'amour de sa famille. C'est la facture exorbitante de la gloire. Toute une existence passée à maîtriser son image au millimètre près, pour finir par la voir lui être arrachée de la manière la plus intime, la plus cruelle et la plus voyeuse qui soit. Combien d'autres légendes de jeunes talents ou d'idoles d'un jour ont dû régler cette note salée au prix de leur santé mentale? Combien ont vu leur humanité et leur âme sacrifiées sur l'autel de la rentabilité du box-office et des couvertures de magazines? Et si le cinéma avait appris à traiter ses stars comme des êtres de chair et de sang, plutôt que comme de simples produits de consommation périssables, ça,
Le crépuscule chaotique d'Alain Delon, marqué par cette violence intime exposée au grand jour, nous contraint à affronter notre propre part de responsabilité dans ce drame. C'est nous qui avons réclamé la perfection du mythe, nous qui avons adulé l'armure impassible du guépard, sans jamais nous soucier de l'être humain derrière l'icône. Sommes-nous véritablement prêts en cette année 2026 à prêter l'oreille à l'homme qui suffoque sous le poids de sa légende avant que l'obscurité ne l'engloutisse à jamais? L'heure n'est plus au jugement des uns et des autres, ni à la contemplation de sa gloire passée, mais à la compréhension du prix exorbitant du silence et au respect du droit sacré de l'artiste à livrer son ultime vérité face au monde. Le retentissement de cette saga familiale digne d'une tragédie antique va bien au-delà de la simple personne de l'acteur célèbre. Elle touche à quelque chose de viscéral en chacun de nous, ce besoin universel d'être entendu pour ce que l'on est et de rester maître de son propre destin jusqu'à la fin. Comme il l'a lui-même formulé avec une lucidité tranchante, résumant l'essence de son dernier combat contre l'oubli, « Je ne suis pas ici pour quémander le pardon de quiconque. Je veux simplement, avant de partir, que l'histoire de ma vie soit racontée avec mes propres mots, par ma propre voix, sans déformation ni trahison.